Salutationalisation. C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo pour des raisons de problèmes techniques. Abonne-toi, mets la cloche. Sur une note plus joyeuse, je me disais l'autre jour, les monstres, c'est un peu la figure la plus emblématique de l'histoire du cinéma et la raison est quand même très simple. Quand tu prends une créature appartenant déjà à une mythologie ou à un folklore, voire même un personnage, eh bien t'as pas à te soucier de droits d'auteur, mais d'un autre côté, c'est des histoires tellement racontées et re-racontées que tu peux l'adapter basiquement comme tu veux. Liberté créative sans avoir à payer de droits ou à repartir de zéro, moi j'appelle ça le meilleur des deux mondes. Mais vous le savez, on est au mois d'octobre et ça veut dire trois choses. De un, mon anniversaire s'en vient, donc si vous voulez me souhaiter un joyeux 25 ans, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche ainsi que de liker la vidéo et de laisser un commentaire au passage. De deux, Halloween arrive et je vous ai concocté pour ma période préférée de l'année une petite surprise que vous avez probablement déjà compris si vous avez vu les vidéos récentes. Au programme donc des monstres, des théories, mais bien sûr des analyses du mal. Après tout, c'est probablement pour ça que vous me connaissez. Et surtout, rappelez-vous qu'Halloween, à la base, c'est une fête païenne avant d'être la fête des morts, la fête des monstres, la fête de l'horreur. On pourrait argumenter que c'est presque la fête de la culture. Et moi, la culture, j'adore ça. Ce qui m'amène à numéro 3, ce 30 octobre marquera les 1 an de la chaîne avec la sortie de la première vidéo officielle. Soyez donc sûr de mentionner en commentaire depuis combien de temps vous nous suivez. Mais sur ce, parlons des monstres. J'ai déjà produit une vidéo sur l'histoire des monstres universels qui est la version définitive de ce à quoi ces créatures ressemblent autant d'un point de vue cinématographique qu'un point de vue littéraire. Dans le sens où, même si on prend des libertés artistiques pour bien les adapter au cinéma, quand on vous parle du monstre de Frankenstein, de la momie ou d'un loup-garou, c'est à ce genre de version que vous pensez. Mais le monstre parmi les monstres, c'est le vampire. Et le vampire des vampires, c'est le comte Dracula. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande d'embarquer avec moi dans cette fascinante histoire du démon suceur de sang, autant dans la culture qu'au cinéma. Les origines de Dracula. Tout commence en 1897 avec l'auteur britannique d'origine irlandaise Bram Stoker qui va publier son roman épistolaire sobrement intitulé Dracula. Le roman va donc suivre les aventures du comte Dracula, vampire assoiffé de sang qui, tenez-vous bien, va acheter une propriété à Londres. Faut peut-être développer un peu. Jonathan Hacker va se rendre dans le château du comte en Transylvanie, ce qui, fun fact, est de là d'où vient ma grand-mère. S'il vous plaît, pas de speech anti-vampire dans les commentaires. Est-ce là la chose dont vous vous moquez? Nous, Dracul, sommes des hommes d'honneur. Le tout pour conclure l'affaire et le notaire va se rendre compte en arrivant chez Dracula qu'il a su s'implémenter dans le folklore local comme légende, mais surtout comme monstre démoniaque. Dracula va kidnapper Hacker qui va retrouver sa liberté à la fin du récit, mais le vampire se sera immiscé dans l'entourage du notaire. C'est de ce roman que viennent beaucoup des éléments des vampires modernes, comme le fait de dormir dans un cercueil, d'avoir peur de l'ail, des crucifix ou même de la lumière du jour. Si certains de ces éléments peuvent au moins être énoncés dans certains mythes et certaines légendes, eh bien c'est ce roman qui les a pris et les a rendus canon à la version définitive de ce qui est encore aujourd'hui un vampire. Et après, il y a Twilight, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, je trache encore sur Twilight en 2023. Mais si vous ne le saviez pas, ce dont je doute fort, eh bien, Dracula, il a été inspiré par une vraie personne. Vlad Tepes, dit aussi Vlad III, qu'on surnomme tristement comme Vlad l'Empaleur. Ce prince roumain est né en 1431 en Valachie, c'est-à-dire au sud de la Roumanie, et connu aujourd'hui d'Internet pour être le visage de l'homme derrière le monstre de culture qui est devenu Dracula. Vlad II, donc le papa de Vlad III, il va rejoindre l'ordre du Dragon, un ordre chevaleresque fait pour lutter contre l'expansion de l'Empire ottoman en Europe et pour préserver la chrétienté. En tant que seigneur de Valachie, Vlad va être connu comme Dracul, qui en vieux roumain veut dire dragon. Et à la naissance de son fils la même année, il le surnommera Dracula, le fils du dragon. Vlad et son frère Radu, ils vont grandir dans une Europe ravagée par la guerre, la politique et la peste. Mais étant des fils de seigneurs, ils vont quand même jouir d'une éducation hors du commun. En l'occurrence, le père des deux enfants va faire venir des érudits directement de Constantinople, l'ancien nom d'Istanbul, pour les éduquer. On parle de cours avancés de mathématiques, de géographie, de sciences de l'époque. Ils vont apprendre des langues comme l'allemand, le grec et le latin. Les années vont passer et c'est suite à un coup d'État hongrois que Vlad II va devoir abdiquer et plier le genou devant le sultan Mehmed II, lui léguant au passage ses deux fils. Et en vrai, Vlad et Radu, malgré le fait qu'ils soient prisonniers, ils vont quand même mener une belle vie. On les éduque à la lecture du Coran, ils apprennent le turc, mais surtout, ils vont apprendre les arts de la guerre. Le sultan turc a servi 1000 jeunes garçons de Transylvanie pour rejoindre les rangs de son armée. Ces enfants esclaves furent battus sans pitié. formé à tuer sans merci.
Et si Radu il vit bien sa nouvelle vie, la vérité c'est que Vlad III, il veut seulement se venger des Turcs. C'est pendant un deuxième coup d'état mené par Vladislav II que Vlad II trouvera la mort, laissant alors le trône de Valaquie vacant pour Mircea, le frère aîné de Vlad III. Seul problème entre-temps, Mircea il s'était converti et était devenu un moine, il ne prendra donc jamais le trône. C'est donc à Vlad qu'encombra la responsabilité de devenir seigneur de Valaquie, et pour éviter l'exécution, il se réfugiera en Transylvanie. Si vous vous rappelez bien, les Turcs ils ont enseigné les arts de la guerre à Vlad III et c'est ces enseignements qu'il mettra à profit avec une facilité déconcertante. En l'occurrence, il va affronter l'armée de Vladislav II et l'histoire ainsi que la légende veut que son rappelle que Vlad III aurait tué l'homme qui a détrôné son père lui-même à main nue sur le champ de bataille. Vlad III, reprenant son trône, va donc libérer les provinces de l'occupation turque et dressera une liste de noms de tous ceux qui ont participé au coup d'État contre son père, devenant Vlad l'Empaleur. On le connaît comme ça parce qu'il avait tendance à faire subir le supplice du pal à ses victimes, une méthode d'exécution qui est, comment dire ça en restant monétisée. Elle est efficace, du simple fait que tu prends quelqu'un et un bout de bois aiguisé, mais pas trop, et que tu insères le bout de bois aiguisé, mais pas trop, dans le quelqu'un, jusqu'à ce que le bout de bois aiguisé, mais pas trop, ressorte de l'autre côté du quelqu'un, ce qui peut prendre au quelqu'un très longtemps avant de décéder et de devenir un quelqu'un mort. Vlad III va donc prendre sa liste et inviter tous les intéressés à un dîner de réconciliation, ce qui était évidemment simplement un piège. Il va empaler les hommes de toutes les familles devant les yeux de leur progéniture et garder les femmes et enfants comme esclaves pour rebâtir le château avant de bien sûr les exécuter à leur tour. C'est essentiellement comme ça que Vlad III Dracula va instaurer ce qui est un régime de terreur en Transylvanie et en Roumanie au sens plus large, où la peur d'être empalé plane au-dessus de toute personne désobéissant à la loi ou ayant déçu ou trahi Vlad. Par exemple, Dracula, il accorde une grosse importance à l'abstinence chez les femmes, là où la sexualité hors mariage conduira la demoiselle à l'exécution, ou encore il faisait exécuter les mendiants pour lutter contre la pauvreté. Ce qui est une façon de faire. Une très mauvaise façon de faire, mais c'est une façon de faire. Entre-temps donc, les Turcs ils vont avoir pris Constantinople, ce qui va faire ironiquement du royaume de Vlad la seule ligne de défense européenne contre l'Empire ottoman. Le pape Pie II en lui-même appellera une nouvelle croisade pour libérer Constantinople au nom de la chrétienté en 1460. Seul problème en Europe, les croisades c'est fini depuis un siècle ou deux et des poussières, et donc on sait ce que ça fait et il n'y a plus personne qui veut y aller. Sauf Vlad III qui ira volontiers, pas pour la chrétienté, mais parce qu'il a salement envie de péter des Turcs. Ce qui implique que oui, pendant un certain moment de l'histoire, si on s'accorde au pape en personne, le modèle de la vertu et de la foi chrétienne est la personne qui a inspiré Dracula, probablement le monstre le plus horrifique de l'histoire de la culture. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Il y a beaucoup à apprendre des bêtes. Mais bien sûr, je vous entends, avoir participé à l'inspiration de Dracula, c'est pas seulement l'Empaleur qui l'a fait, mais c'est bien à Vlad III qu'on attribue l'inspiration primaire, si je puis dire. On parle aussi par exemple de la princesse Eleonore Lobovitch, de ce qu'a écrit l'autrice Émilie Girard, je vous en reparle un petit peu plus tard, et même de Jack l'Éventreur. Vous avez tous vu la vidéo de Poisson de Fécond à ce sujet de toute façon. Mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet, parlons donc de Dracula au cinéma. Les premiers films de Dracula. Le film autrichien La mort de Dracula va sortir en 1921 et marquer la première fois où le conte apparaîtra à l'écran. On est donc environ 40 ans après que les Frères de Lumière aient fait L'Arroseur arrosé, probablement le premier film scripté de l'histoire, donc autant vous dire que les technologies de filmmaking, c'est pas encore ça. Et c'est la même chose pour la conservation de ces films, parce que le fait étant que La mort de Dracula, eh bien ça fait partie de ce qu'on appelle les médias perdus dans le temps. Tout ce qui est encore en notre possession, c'est quelques affiches publicitaires pour le long métrage et un roman qui suit l'histoire dictée par le film. C'est l'année suivante, en 1922, que va sortir le film allemand Nosferatu El Vampir, véritable adaptation du roman de Bram Stoker, mais le problème étant qu'on n'avait pas les droits. C'est pour ça que le nom du film sera changé en Nosferatu et que le conte Dracula n'apparaîtra pas pour laisser sa place au conte Orlok. Même si c'est un peu un raccourci de dire ça, parce que Nosferatu c'est un mot qui signifie non mort, façon de désigner Dracula qui vient de l'œuvre d'Émilie Gérard, Superstition en Transylvanie, un recueil noté par l'autrice de plein de témoignages des habitants locaux par rapport au folklore et superstitions du coin.
ouvrage duquel Bram Stoker s'est inspiré pour la création de Dracula. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça implique. Bram Stoker, il a pris inspiration de témoignages qui ont probablement été déformés via le bouche à oreille et c'est devenu un des personnages les plus reconnaissables de l'histoire de la fiction. C'est quand même fou. Mais bref, on pourrait croire qu'en changeant le nom du personnage et de l'œuvre, tout va bien et pourtant Florence Delacombe va attaquer la production en justice pour cause de droit d'auteur, demandant la destruction immédiate de toute copie du film Nosferatu. En 1925, le jugement sera rendu final en la faveur de Florence, mais il ne sera jamais mis en effectif puisqu'en 1930, aux États-Unis et en France, on distribuait encore le film en quantité quand même importante. Mais les années 30, c'est là que ça va sérieusement commencer pour le conte. Bela Lugosi. En 1931 sortira Dracula des studios Universal, une adaptation non officielle de Nosferatu qui s'inscrit dans le premier univers cinématique de l'histoire. Mais ça, j'ai une vidéo qui en parle déjà. Le film est aussi une adaptation de la pièce de théâtre de 1924 de Hamilton Jean et John L. Balderson, pièce elle-même adaptée du roman de Bram Stoker. Et cette fois, on a appris notre leçon parce que Universal va bel et bien acheter les droits de diffusion pour Dracula pour la coquette somme de 40 000 $. Une ronde somme bien dépensée puisque c'est le premier film d'une longue saga de long métrage sur le conte interprété par l'acteur légendaire Bela Lugosi. Lugosi a su définir ce que Dracula était à l'écran, autant par sa posture que par son accent que par son chara-design, tellement qu'encore aujourd'hui, c'est à cette iconographie que l'on pense quand on parle de Dracula, voire des vampires en général. Et si vous connaissez votre histoire du cinéma, vous savez que dans les années 30, eh bien, les technologies, elles commencent à émerger, et quelque chose qui est relativement récent, c'est le son à l'écran. Et donc, si le son à l'écran c'est difficile, le doublage c'est pas ce qu'on peut appeler quelque chose au point. Universal, ce qu'il voulait faire, c'était exporter Dracula à l'international avec une version espagnole. C'est pour ça qu'ils vont faire appel à une autre équipe de production pour tourner une version en espagnol du film qui profite des mêmes décors mais avec leur version de l'histoire. Ici, le vampire, il va être joué par Carlos Villarias, qui recevra autant voire plus d'acclamations de la part du public pour son portrait du personnage. Mais c'est quand même de Lugosi qu'on se souvient le plus. Tellement en fait que Lugosi, en plus d'être l'acteur qui a le plus influencé l'image du vampire, c'est peut-être l'acteur le plus important de l'histoire du cinéma d'horreur, malgré le fait qu'il n'ait joué un vampire que 4 fois en 50 ans de carrière, dont 2 fois où c'était même pas Dracula. Et ce, même si depuis, le personnage a énormément changé d'interprète, par exemple avec House of Dracula en 1945. Là où John Carradine prendra le rôle du comte parce que Universal ne voulait plus de Lugosi. Mais le fait étant que c'est encore de cette personne que l'on se rappelle pour avoir influencé les générations à venir. I didn't know but that you might be hungry. I trust you have kept your coming here a secret. Veuillez m'excuser de ne pas me joindre à vous. Mais j'ai déjà copieusement dîné. Et je ne bois jamais. Dracula dans la culture populaire. Le Dracula de Lugosi, ça va être une influence majeure pendant encore au minimum 2 décennies, jusqu'en 1958, où c'est Christopher Lee qui va revêtir la cape. Je vais pas te faire l'affront de te présenter Christopher Lee, tout le monde adore Saruman, le comte Dooku, et on le sait tous, Christopher Lee, c'est l'interprète d'antagoniste par excellence. Le cauchemar de Dracula va donc sortir en 1958, avoir droit à une suite en 1960 intitulée Les maîtresses de Dracula, où ironiquement le comte n'est même pas présent. Ce qui nous amène à l'année 1962, qui est une année importante parce que c'est là que j'ai commencé à saigner du nez à l'écriture de cette vidéo. Vous voyez, jusqu'ici, les histoires de Dracula, c'était relativement concis. On savait plus ou moins à quoi s'attendre, du simple fait que Dracula, il fallait payer pour les droits d'auteur et que c'était une histoire qui était beaucoup plus récente que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais en 1962, Dracula tombe dans le domaine public, ce qui veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi et coller le mot Dracula dessus. Et ça se voit parce qu'entre 1921 et 1962, Dracula apparaîtra à l'écran à peu près 16 fois. Mais depuis 1966, il a eu pas moins de 77 adaptations. Certaines listes allant même jusqu'à 200. Faisant donc de Dracula le deuxième personnage le plus présent de l'histoire du cinéma, numéro 1 étant bien sûr ce cher Sherlock Holmes. Il est donc impossible de tout mentionner, alors j'ai juste décidé de vous faire une petite sélection. En 1979 va sortir Nosferatu de Vampire, un film allemand remake de Nosferatu de 1922 cité plus haut. La même année va sortir un autre film sobrement intitulé Dracula, qui se déroulera en 1913, où le comte sera le seul survivant d'un navire échoué. C'est en 1992 que sort Bram Stoker's Dracula, personnellement mon film Dracula favori, entourant le comte où le rôle titulaire est repris par Gary Oldman. Un de vos ancêtres? Il y a comme une ressemblance.
l'emblème des Dracul. Un dragon. Une ancienne société à laquelle mes aïeux avaient prêté serment de défendre l'Église contre tous les ennemis de Christ. Ce film, il va suivre la trame narrative du roman de Bram Stoker. Ici, plus de nouvelles idées, plus de nouveaux ajouts, on retourne aux sources, ce qui est bien de temps en temps. S'ensuit alors en 95 Dracula Dead and Loving It, une version humoristique de l'histoire du conte. Version que je n'ai pas vue et que très sincèrement, j'ai pas l'intention de regarder. Après, en 2000, on a droit à Dracula 2000, une suite non officielle au roman original avec un Dracula qui se réveille dans l'ère moderne. Voilà. Au moins, avec ce film, on a su apprendre de nos erreurs. Grâce à Dracula 2000, on sait que de mélanger le canon d'un livre et le canon d'une œuvre audiovisuelle, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la première des deux œuvres n'est pas forcément écrite pour donner naissance à la deuxième et vice-versa. Pourquoi ça coupe pas? Je le jure, s'il y a une image de Fantastic Beasts à l'écran, je viens ensuite en 2011 Dracula Untold, film à la fois fait pour remettre Dracula au goût du jour, mais surtout pour set-up le Dark Universe, l'univers cinématique des studios Universal. Car ceci, jeune prince, est le jeu ultime. La lumière contre l'obscurité, l'espoir contre le désespoir et le destin du monde. Tiens, dans ma balance. Et ce film, ben personnellement, moi je l'aime bien, mais je le sais que je suis le seul. Un Dracula dans un contexte plus historique, entouré de fantaisie sombre, moi je dis oui, mais le reste de la planète dit non, alors je ferme ma gueule. Et je pourrais continuer d'en citer à droite à gauche, parce que comme mentionné, des films Dracula, c'est pas ça qui manque. Mais je vais m'arrêter sur le dernier film en date, Le Dernier Voyage du Déméter, qui raconte l'histoire du bateau ayant acheminé le cercueil de Dracula vers Londres, adapté d'un seul chapitre de l'œuvre originale, concept qui personnellement m'échappe. Alors Dracula, entre le monstre sanguinaire, l'icône culturelle et le personnage de légende, il est impossible de définir quelle est la version définitive du personnage. Mais vos avis sont les bienvenus en commentaire. Dracula est aussi apparu chez DC Comics, chez Marvel, on a les films Hôtel Transylvanie et dans diverses autres médiums, comme par exemple dans l'univers des jeux Castlevania. Ce qui est fascinant chez ce personnage, c'est son histoire et sur comment, depuis maintenant plus d'un siècle, les auteurs ont su se l'approprier et se la réapproprier pour raconter leur version d'un personnage qui a su devenir à lui seul une mythologie. La légende est fausse. Seule la femme est morte dans l'incendie. Elle a été tuée par tes semblables!